Les aventures de Michael Sodebeck, chapitre 1, l'exilé. La grande rue de Kendrakar était encombrée, et c'était encore un euphémisme. Il te fallait louvoyer entre les passants, t'écarter brutalement ou pivoter brusquement, baisser d'un coup la tête de peur que tu te fisses décapiter, sans manquer, parfois, d'être obligé de sautiller pour éviter les bambins qui rentraient dans les jambes des grandes personnes comme s'ils se croyaient bûcherons et qu'ils faisaient la course à qui en ferait tomber le plus possible. Mais cela ne t'énerva pas. Non, tu y trouvas, en fait, de l'amusement. Ton corps bougeait, toujours au dernier moment, par un réflexe plus que par une volonté d'éviter ce qui aurait pu perturber ton équilibre. Et tu te frayais ton chemin dans cette foule bariolée et blablatante. Tout était beau, tout était neuf, tout était grand. Un certain optimisme, une certaine joie de vivre, provenant de cette population en mouvement constant te gagna. Tu semblas oublier tes préoccupations. Il fallait bien vivre. Anonyme parmi ces gens inaperçus passants, tu captais cependant des regards parfois, des regards curieux, sourcils haussés, d'un homme à la forte carrure, regard scrutateur et intéressé d'un tavernier au seuil de son échoppe, regard curieux des enfants à moitié dénudés, regard bienveillant d'une pauvre vieille. Ici, tu étais inconnu. Ici, tu pouvais être qui tu voulais. Ici, personne ne viendrait te demander des comptes. Tu laissas un sourire s'égarer sur ton visage de bronze. Tu remontais ainsi la grande rue, non à contre-courant, car il ne pouvait en y avoir à la surface de la mer, mais suivant des groupes qui semblaient se diriger tous au même endroit. Non. Parfois ils se décollaient du flot impétueux et s'engageaient dans des rues plus petites. Tu cessais alors de les suivre. Tu ne voyais pas l'intérêt d'aller te perdre dans cette ville. Le soleil était bien haut, presque éblouissant. On n'était encore qu'en fin de matinée. Tu avais la journée pour trouver une auberge, la journée pour dénicher l'argent nécessaire. Mais tu te refusais d'y penser. La curiosité t'avait embrasé et brûlé ardemment dans ton cœur. À cet instant, tu ne regrettais rien. Toi, tu voyais le monde. Et même si cela avait signifié être exclu de ton peuple, tu étais désormais convaincu que ça en valait largement la peine. Bordant la grande rue, divers bâtiments dont tu étudiais distraitement l'architecture, évidemment à des lieux de celle à laquelle on t'avait habitué. Des habitations, des boutiques de toutes sortes, là, un espace découvert où il semblait que l'on s'y combattît, à droite un jardin. Bientôt tu arrivas à la cour du château. En face de cette dernière se trouvait ce qui paraissait être le quartier marchand. Ton ventre, à nouveau, gargouilla, te rappelant que tu n'avais pas mangé depuis longtemps. Mais la bourse dégonflée qui pendait, non loin de ta dague, constituait aussi un rappel. Comment manger sans argent? Ton regard émeraude s'arrêta un instant sur la figure imposante du château, puis sur les quelques soldats qui patrouillaient devant et sur ceux encore qui arpentaient la large rue, en prévention des crimes qui pourraient s'y commettre. Tes doigts s'agitèrent, signe que tu devenais nerveux. Tes pensées vinrent se poser sur ce qui se trouvait accroché dans ton dos. L'épée légendaire du roi Oboro. Un acte répréhensible, mais un exploit quand même. Une pomme. Qu'était-ce que le vol d'une simple pomme? Pourrait-on vraiment te pourchasser pour cette si légère rapine commandée impérieusement par ton estomac à l'agonie? Personne ne s'en apercevra, pensais-tu. Tu avais faim. Tu avais beaucoup voyagé, usé tes pieds sur de longs chemins, traversé des mers et des pays. Qui pourrait t'en vouloir? Un si petit crime, une si microscopique entorse aux lois. Tu serras les poings. Ta décision était prise. Respirant un bon coup, sortant de l'ombre, tu t'avanças sur la place du château, te dirigeant avec détermination vers le quartier marchand. Personne ne pouvait deviner ce que tu t'apprêtais à faire. Bien que tu serrasses tes mâchoires avec force, que ta main gauche ne pût se détacher de la garde de ta courte arme, que ton corps tout entier trembla avec fièvre et agitation. Mais tromper le monde, ne lui montrer qu'illusions les tiennes, c'était ce que tu savais faire le mieux, en dehors de voler. Ne t'étais-tu pas rendu au temple comme si de rien n'était, avant d'abandonner cruellement ta fiancée? N'étais-tu pas parvenu à pénétrer dans la celle du trésor, y à y dérober une épée légendaire sans que quiconque eût pu deviner que ton cœur n'était plus aussi pur qu'il se devait de l'être? Qu'était-ce que donnait le change à une foule à côté? Tu te forças à respirer calmement. Ça allait bien se passer. Tu te répétas d'ailleurs cette phrase plusieurs fois comme si tu voulais non plus t'en convaincre, mais en convaincre le monde lui-même. Ça va bien se passer. Pourquoi étais-tu aussi nerveux? Ce que tu étais sur le point de faire, ne l'avais-tu pas déjà accompli avant? Et n'avait-ce pas plus dangereux, pas plus compliqué? Tu faisais taire ton cœur, ou plutôt tu essayais. Une partie de ton esprit s'étonnait que ton acte pût te répugner à être accompli, alors même que tu ne cessais de le minimiser. L'autre tentait de museler ta conscience. Et tu t'es répété que ce n'était rien, que ce n'était qu'un petit larcin de rien du tout, que tu allais choisir le moment où le commerçant aurait le dos tourné, que même personne ne s'apercevrait qu'un vol avait été commis. Pourtant inutile, cela te dérangeait. Le vol de l'épée d'Oboro, tu l'avais, cœur impur et fallacieux,
considérée comme une œuvre d'art. Tu t'enorgueillissais d'avoir pu tromper la vigilance des gardes du palais pourtant si réputés, d'avoir réussi un tel acte. Mais tu ne te considérais pas comme un voleur de bêtage, un malin qui dérobait pour étancher sa soif, sa faim. La main furtive, presque invisible, qui dérobait en un clin d'œil ce qui se trouvait sur l'étalage. Non, ce n'était pas toi. Mais j'ai trop faim. Tu raffermis ta résolution, car il était hors de question que tu te laissasses mourir d'une cause si ridicule et infamante pour un guerrier de Kers. Toi, dans cette entrée-là de rue occupée de toutes parts par des stands et des marchands dont la voix rugissait à qui mieux mieux. Tu étais entouré, cerné de toutes parts, et pourtant seul. Tu avançais, là, des marches insouciantes. Voilà, tu le repéras, celui qui allait être ta victime. Un homme à l'embonpoint certain, aux vêtements verts et gris et qui, présentement, conseillait une femme d'âge mûr avec le but avoué de la pousser à lui acheter ce qu'il avait. Ta main sort discrètement des pans de tes vêtements où elle s'était enfouie, tentant de calmer les tremblements qui l'agitaient. Ta trajectoire s'incurve pour te faire passer, sans qu'aucun soupçon ne puisse s'élever, à côté de cet étal. Des gouttes de sueur viennent coller le bout de tes mèches noires sur ton front. Tu passes. Tu passes et ta main vient se saisir du fil le plus proche du bord, rapide, silencieux. Tu poursuis ton chemin, sûr que ta rapine est passée inaperçue. Hé oh, toi, hé, au voleur, rattrapez ce jeune homme! Brusquement, le sang te rugit aux tempes et ton rythme cardiaque s'emballa. Tu ne t'autorisas qu'un rapide regard en arrière pour constater que le marchand dépouillé te pointait de son doigt boudiné et qu'un soldat sur son cri t'avait pris en chasse. Tes jambes manquèrent de s'en mêler, mais tu parvins à te mettre à courir. Tout allait mal, tout allait très mal. Une vague de désespoir s'abattit sur ton pauvre esprit.